Bonjour Christian. Bonjour Anne-Charlotte. Donc, on va te donner la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, mais les contraintes de mon agenda et des réunions avec des parlementaires ce matin ont rendu ça totalement impossible. Et donc, merci de m'avoir donné la possibilité de faire ça par visio. Puis en plus, ça améliore globalement le bilan CO2 de l'ensemble de votre rencontre. Donc, je suis heureux de contribuer à ça. Alors, sur l'ordre du jour, enfin, le programme que vous avez eu, mon intervention devait avoir comme titre, c'est ce que j'avais proposé, les transitions d'une agriculture confrontée à de nombreux défis, deux points, les déterminants de la réussite, et j'avais donné un sous-titre qui était comment penser une transition quand la dérivée seconde est non nulle. Ceux qui me connaissent auront reconnu le titre. Et puis en fait, on pourrait même imaginer un troisième qui est la trajectoire continue de transition est-elle dérivable en tout point? Mais là, on commence à toucher un peu à des propos abscons. Donc, je vais faire un exposé. Puis, normalement, il y a Claire Rogel-Gaillard qui est directrice scientifique adjointe à mes côtés. Claire est là, oui, tout à fait. Voilà, Claire fera le service après-vente, ce que j'aurais dit qui est totalement incompréhensible, qui ne serait pas suffisamment clair. Et puis, je ne sais plus, Anne-Charlotte, combien de temps tu me donnes? Alors, je vais pouvoir être très précise là-dessus. Tu as questions comprises, si question il y a, une demi-heure. Donc, on va dire 25 minutes maximum d'exposé, 20-25 minutes, puis quelques questions. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, pour pouvoir avoir des degrés de liberté, j'ai clairement pas fait de diaporama. Donc, comme ça sera plus libre de propos. Les défis auxquels on est confronté, vous pourriez faire exactement la même liste que moi, donc je serai extrêmement court. C'est les défis de répondre à une demande sociétale, une demande sociétale qui veut des produits de qualité, des produits peu chers. Dans votre cas, qui veut des productions qui sont totalement respectueuses du bien-être animal, voire qui créent des standards nouveaux du bien-être animal. C'est assurer, c'est en lien avec la problématique de prix, un revenu décent pour les agriculteurs et plus largement un revenu décent pour l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des industries agroalimentaires qui viennent se mettre quelque part au milieu. Et puis, face à des contraintes extrêmement fortes et de plus en plus fortes qu'on doit prendre en compte, ce ne sont pas des contraintes, c'est un élément de contexte, c'est l'élément de contexte qui est la préservation de l'état du milieu, que ce soit de la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et aussi, et c'est sans doute plus compliqué, enfin c'est même pas sans doute, c'est certainement beaucoup plus compliqué, et on n'a pas encore vu le début de l'histoire, c'est l'adaptation au changement climatique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc bref, toute une série de défis, et si on essaie de les résumer, ce que l'on voit, c'est qu'au milieu de tout ça, il y en a une grande partie qui sont des biens privés, donc les biens privés de l'accès à une alimentation la moins chère possible et de la meilleure qualité. Et puis une série de choses qui sont des biens communs. Qualité de l'air, qualité de l'eau, climat sont des éléments qui sont des biens communs. Et leur particularité, c'est que ces ensembles-là sont en tension négative extrêmement forte, presque sur une ligne droite. Et ce qui fait dire à certains, et ce qui a été traduit par exemple dans le cadre de l'évaluation qui avait été faite du Green Deal et de l'application du Green Deal, qui est de dire si on veut réduire la production, de fait, si on veut améliorer l'impact sur le rendement, par exemple, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, de fait, on produira moins. Et donc, ça montre bien que dans les systèmes actuels, on a construit cette tension très forte, et c'est celle-là qu'il faut analyser pour demain dans le cadre des transitions agricoles sur lesquelles nous sommes tous impliqués, sur lesquelles vous êtes impliqués. La particularité, quand on analyse cette question de la tension entre les biens communs et les biens privés, c'est qu'en fait, c'est aussi une tension entre aujourd'hui et demain. Les biens communs, quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, quand on parle de qualité de l'eau, sont pour une très grande part communs aujourd'hui et à demain. C'est un tout petit peu moins vrai quand on analyse, par exemple, à cette aune-là, le bien-être animal, qui est un bien commun de l'humanité. De fait, il est plus synchrone avec la fonction de production que ne l'est le climat, par exemple. En fait, on pourrait avoir une forme d'analyse encore plus globale de ces questions-là,
en se disant, et en les resituant dans les travaux de Rockström, qui a été premier auteur à réfléchir sur la question des limites planétaires, et de dire que tout compte fait, pour assurer notre fonction d'alimentation aujourd'hui, on a dépassé les limites planétaires. Et de fait, parmi les 9 limites planétaires qui ont été identifiées dès les premiers travaux de Rockström, aujourd'hui, en 2023, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires définies. Donc, on est au-delà d'un espace qu'on va dire sécurisé, parce que ça veut dire que quand on est au-delà des limites planétaires, la capacité que l'on a à exercer de façon récurrente cette activité n'est plus assurée. Mais en fait, cette réflexion-là sur où on agit est enrichie dans les dernières années, et Claire Rogel Gaillard pourra éventuellement revenir là-dessus si vous lui demandez de montrer les bons graphiques. Une analyse plus globale qui dit comment on décrit le fait qu'on agit dans un espace d'action qui soit à la fois sécurisé et juste. Le sécurisé, le safe, fait référence au fait qu'on soit ou pas au-delà des limites planétaires, et le juste, c'est savoir si tout le monde y a accès ou pas. Et quand on fait cette analyse-là à l'échelle de l'ensemble des pays, on peut qualifier les pays pour savoir s'ils agissent ou pas au sein des limites planétaires, on voit que on crée un espace, vous mettez le safe sur un axe et le just dans l'autre axe, que vous dites au-delà d'une certaine limite, c'est plus safe, donc j'ai trop tapé dans le tas, et en deçà d'une certaine limite, je ne suis pas encore avec une équité suffisante. Donc vous avez un espace qui a 4 carrés, il y a des pays dans 3 des 4 carrés, c'est-à-dire des pays qui sont en deçà des limites planétaires, mais qui ne sont pas équitables. Il y a des pays comme le nôtre qui sont au-delà des limites planétaires, mais où il y a une équité qui est considérée comme étant satisfaisante. Il y a des pays qui sont au-delà des limites planétaires et non équitables. Ceux-là, c'est les mauvais élèves de la classe. Et puis, dans cette analyse-là, il n'y a aucun pays qui soit à la fois équitable et en deçà des limites planétaires. Et donc, il y a une forme de gigantesque défi devant nous, qui est de ramener les choses, amener nos systèmes de production dans cet espace-là. C'est tout le défi. Et en même temps, quand on imagine ça, on doit faire le constat de là où on est aujourd'hui en matière de système agricole et alimentaire, pour constater qu'on est dans des systèmes très, très hautement verrouillés. Hervé Guillaumard, dont je crois voir les cheveux à l'écran, dans mon écran en tout cas, connaît bien ces systèmes-là et le cadre d'analyse qui avait été défini par Frank Giles. Au départ, Frank Giles étant un prof de l'université de Manchester qui a été le premier à publier des choses là-dessus en 2002, et qui dit que en fait les agriculteurs sont en cohérence en fait avec leur amont, leur aval, et même la société, et évidemment l'ensemble des réglementations. Et que dans un système qui est en état d'équilibre, le comportement naturel est de chercher à le maintenir, donc à faire des innovations pour faire de l'auto-renforcement et agir pour que la trajectoire de développement reste la même. Donc, par rapport à ce que je vous disais comme sous-titre, la dérivée seconde est non nulle. En fait, dans un système verrouillé, vous avez intérêt à ce que la trajectoire reste la même, donc la dérivée seconde soit nulle. Et ce qui contribue dans un système comme ça, ce qui contribue à maintenir l'équilibre, c'est le fait que l'innovation, elle reste toujours dans cette logique-là, mais c'est aussi le fait que l'état d'esprit de l'ensemble des acteurs, il est dans cette configuration-là. Et donc, il n'y a pas de motivation à bouger fortement. Alors, vous allez dire, on a un besoin de bouger, vu qu'on doit sortir de cette situation de tension très forte entre bien commun et bien privé, et en même temps, personne n'a envie d'y aller. Donc, il faut imaginer en fait des formes de combinaison de toute une série de leviers pour y parvenir. Alors, l'élément intéressant, en fait, c'est que des leviers pour changer, il en existe beaucoup, et tout ce que vous avez pu voir dans le LIT Westerel a montré qu'il y avait beaucoup de leviers qui étaient mobilisables, et qui a aussi montré qu'il y a beaucoup de recherches actionnables pour en créer de nouveaux. Alors, les leviers sont de 3 ordres. Ce sont des leviers
biotechniques, des leviers organisationnels et des leviers réglementaires. Les leviers biotechniques, tout le monde les connaît. Et puis, on a la chance d'avoir aujourd'hui accès à des leviers biotechniques nouveaux, comme tout ce que le digital, la robotisation, les agroéquipements permettent de faire. Et quand vous disposez, grâce au digital, d'équipements nouveaux, de capteurs, de logiciels de traitement automatique de l'image, on voit bien que ça offre des leviers d'action qui sont considérables. Les leviers organisationnels sont aussi des leviers absolument indispensables à la transition, puisque un acteur, puisqu'on est, comme on est dans une configuration verrouillée où les acteurs sont en équilibre entre eux, un acteur qui tout seul décide de bouger, ça ne servira à rien. Et donc, c'est dans les logiques d'organisation que se trouve une grande partie de la possibilité de changer, mais pas toute la possibilité de changer. Ça passe par des contrats, des nouveaux collectifs qui s'organisent, par de la certification, par des cahiers des charges. Et là, encore une fois, le lithoestérel est un très bon exemple en fait, de cette capacité à bouger avec en fait, un marqueur ou un élément qui permet la transition, qui est celui des cahiers des charges construits collectivement et avec des indicateurs qui sont partagés, qui en fait deviennent le tiers de confiance ou la traduction d'un tiers de confiance pour pouvoir bouger. Puis le troisième levier, le troisième groupe de leviers, c'est les leviers réglementaires. De fait, ils sont majeurs parce que la réglementation, à un moment donné, elle crampe les choses. Et alors parfois, on dit mais pourquoi les cahiers des charges ne sont pas des cahiers des charges construits par l'État? En fait, les cahiers des charges relèvent de ce que je disais tout à l'heure des logiques organisationnelles, là où la réglementation peut construire un cran un peu plus loin parce qu'elle va soit rendre des cahiers des charges possibles, soit les rendre caducs s'ils ne sont pas vertueux. Alors, donc ça, c'est des leviers, mais ça, c'est pas parce que vous créez des tas de leviers que de fait, ils sont adoptés par un système en transition. Et donc, qu'est-ce qui permet de faire bouger un système en équilibre, un système verrouillé? En fait, la théorie de Frank Giles, initialement, elle en invoquait deux, qui est d'une part d'avoir des innovations de rupture qui sont des innovations exogènes, donc quelque chose qui est tellement disruptif et qui contribuerait à donner un énorme avantage à l'ensemble des dispositifs qu'à ce moment-là, le dernier qui l'adopte a perdu. Et donc, de fait, ça fait bouger les choses. C'est pas tous les jours, en fait, qu'il y a des innovations de rupture. Elles sont même très rares, mais elles peuvent exister. Deuxième élément qui permet de faire changer un système verrouillé, c'est clairement la réglementation. Donc, le changement du paysage socio-technique. Typiquement, dans le bien-être animal, le jour où on interdit, par exemple, l'élevage en cage, de fait, ça s'arrête, ça change, et tous ceux qui n'y sont pas sautent du camion. Donc ça, c'est les deux systèmes, les deux éléments qui avaient été évoqués initialement par Frank Giles. Il y en a quand même un certain nombre d'autres, et notamment une modalité qui permet d'avoir de nouveaux acteurs autour de la table. Et parmi ces modalités les plus intéressantes et les plus riches, il y a en fait les Living Labs, les laboratoires vivants, et le lithoestérel en est le territoire d'innovation. Lithoestérel en est un. On va bien au-delà des modalités partenariales. Les modalités partenariales avec le monde de l'élevage, on en a beaucoup. Anne-Charlotte, qui préside Demain de Maître cet après-midi, Anne-Charlotte, on sait bien ensemble qu'on a des tas de projets, des tas de dynamiques, INRAE, Institut de l'élevage, des UMT et certaines depuis très longtemps. Riel, que l'on a sur Rennes, ensemble depuis 17 ans. C'est une forme de partenariat, et pourtant, ça n'a pas été quelque chose qui a conduit en fait à déverrouiller des systèmes verrouillés. Les Living Labs vont donc un cran plus loin parce qu'ils se mettent dans une configuration de co-construire entre acteurs, et vous l'avez très très bien fait, je trouve, de co-construire à la fois le point d'arrivée et le chemin de la transition. Donc là, les éléments en fait qu'il y a dans les territoires d'innovation, c'est clairement la co-construction, où tous les opérateurs, aucun opérateur ne connaît, n'a prérogative sur les autres, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est pas du tout évident pour la recherche, puisque presque par construction, la recherche, elle sait. Donc,
où elle prétend savoir. Et puis, quand on fait de l'évaluation de projets de recherche, en général, on demande au projet de recherche de dire où il veut aller. Quand vous commencez par dire, ben non, je vais passer la première année à co-construire, une forme de scepticisme. Donc, pour avoir présidé le COS de l'ACTA pendant très longtemps et avoir évalué des projets recherche technologique pendant toutes ces années, les projets qui se pointent et qui disent on va prendre la première année pour réfléchir, on les regardait avec une certaine, pas suspicion, mais une certaine interrogation. Donc, co-construire le point d'arrivée. Et les Living Labs vont au-delà, puisqu'ils construisent aussi le chemin de la transition, c'est-à-dire la réflexion de tous les acteurs conduit à alimenter le chemin de la transition. Alors, il y a 2 semaines, il se tenait au Canada, à Montréal, le premier forum mondial sur les agroécosystèmes Living Lab, où il y avait construit à l'initiative de la France et du Canada et de la France, où il y avait 17 pays représentés et qui partageaient leur expérience sur ces sujets-là, extrêmement riche à la fois par la diversité des sujets traités, avec quelques éléments de généricité extrêmement forts, et notamment ce que je disais au début, c'est toujours cette tension entre des biens communs et des biens privés, et des choses qui sont localement situées. C'est-à-dire, ça ne marche pas pour l'ensemble du monde, c'est dépendant de milieu. Mais si je devais faire le résumé ça va vous avoir économisé le déplacement là-bas, de ce forum, en fait, c'est que globalement, ce qui marque l'histoire de ces territoires d'innovation, c'est 2 éléments pour moi. Enfin, c'est mon résumé, hein, donc c'est pas le résumé officiel, mais c'est, si je le dis en anglais, equity and legacy. Donc l'équité, et qu'un des moteurs du changement, c'est le fait que l'ensemble des opérateurs, quelque part, l'ensemble des opérateurs qui sont dans un milieu, d'où le quelque part, en fait, ont à peu près toutes les mêmes chances d'accéder à la transformation. Et le legacy en anglais, c'est plus joli que le mot héritage en français. C'est cette idée d'une transformation qui se vit plus qu'à l'instant, mais qui se transmet. Et donc, on voit bien que les Living Labs, et dont le territoire d'innovation ouest, Plus non plus. Ah voilà. Christian, on t'entendait plus, mais je pense que ça remarche. Donc voilà, tu as encore quelques minutes. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a coupé tout d'un coup. Je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais pas très longtemps en fait. Non, quelques instants. Voilà. Donc, je disais, ouais, on a cette notion de transmission dans le temps. Et donc, en fait, quand on a beaucoup, et on a déjà eu l'occasion de réfléchir avec un certain nombre d'entre vous, hein, c'est dans cette question du fonctionnement des Living Labs, quel est le rôle des politiques publiques, en fait. Le rôle des politiques publiques, au-delà de financer un territoire d'innovation, ce qui est quand même non négligeable, a aussi, en fait, un rôle à la fois pour consolider la vision à long terme et en même temps pour soutenir les chemins de la transition. Et en fait, on le voit en fait dans un très très grand nombre de politiques publiques, en fait, que cette question du soutien au chemin de la transition est particulièrement important, et en particulier quand la transition elle est à risque. Voilà, donc avec quand même la difficulté quand on réfléchit à ces questions de politique publique pour les transitions agricoles, c'est comment on intègre la question de la dépendance aux conditions locales. C'est-à-dire, on arrive à faire des politiques nationales, on arrive à faire des politiques européennes comme la PAC, qu'on a déclinées en plans stratégiques nationaux, mais en fait, c'est assez compliqué après de passer de là à quelque chose qui soit très fin localement. Alors, sur le bien-être animal, la dépendance aux conditions locales n'est pas très forte, mais par exemple, si vous imaginez la même chose sur une adaptation au changement climatique, c'est clair que la dépendance aux conditions locales devient majeure, et qu'à ce moment-là, une politique publique européenne ou nationale se trouve confrontée à un certain nombre de limites. Voilà, donc ça, c'est la question de ces chemins de la transition, et vraiment les démarches de type Living Lab que vous portez, elles rentrent complètement là-dedans.
Alors en fait, vous devez vous poser la question de pourquoi j'avais donné comme deuxième sous-titre à mon histoire que est-ce que la courbe de transition, qui est de fait une transition, elle est forcément continue, pourquoi elle serait non dérivable en tout point? En fait, c'est un point qui m'interroge et qui m'interroge de plus en plus, c'est est-ce qu'on peut avoir face à ces transitions et ces défis majeurs, et dont certains sont vraiment très très urgents, est-ce qu'on peut se contenter d'une logique de transition douce? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas des changements d'état forts? Par exemple, dans le cas de l'élevage, c'est avec ou sans cage, ou c'est agriculture biologique versus agriculture conventionnelle. Donc, est-ce qu'il faut faire ça pour aller plus vite? Et plus généralement, en fait, est-ce qu'il y a des situations où différents États ne peuvent pas coexister? Euh, dans toutes nos politiques, pratiquement toutes nos politiques, on fait une hypothèse souvent implicite que différents États peuvent coexister. Et face à certains sujets, alors un sujet que vous n'abordez pas, mais que je travaille sur une base quotidienne, par exemple les problématiques de pesticides et de protection des cultures, en fait, il y a des configurations où certains États ne peuvent pas coexister. Vous ne pouvez pas, par exemple, maximiser la prophylaxie, et donc maximiser la prophylaxie veut dire qu'on fait remonter l'ingulation biologique, et dans le même temps continuer à utiliser les pesticides à la dose actuelle. Alors, même en cherchant aujourd'hui des tas de substitutions aux produits phyto, euh, les substitutions seront des produits qui vont réguler davantage, et ils ne réguleront que dans un climat qui sera favorable à ça, à savoir avec beaucoup de mesures prophylactiques. Et vous avez là, en fait, une espèce d'endroit où ça ne coexiste pas. Et, et ça, bon, ça m'interroge d'une part, je pense que ça nous interroge sur le plan théorique, mais ça doit aussi nous interroger sur la question économique de cette histoire-là, et sur la question politique de cette histoire. Alors, vous allez dire que c'est peut-être, je me fais des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, mais je pense que c'est vraiment un point important. Alors, ça fait déjà 21 minutes que je parle, et donc je vais m'arrêter en concluant pour vous dire d'abord merci pour l'invitation. À nouveau, en m'excusant de ne pas être avec vous. C'était trop compliqué, et je le regrette, surtout avec la promesse qu'avait faite Anne-Charlotte qu'il y avait des petits gâteaux ce soir. Euh, et je voulais vous dire que je trouve que ce qui est fait au niveau du lit Ouasterel, pour le suivre depuis le début et avec beaucoup d'attention, je trouve que ce qui est fait est absolument remarquable. Donc vraiment bravo à vous. Parce qu'en fait, face à une situation qui était difficile au moment de la mise en place, hein, et globalement un sujet qui était en fait un sujet de tension sociétale majeure, une forme de ligne de fracture, le lit Ouasterel avec la maestria de ceux qui le pilotent, hein, et vraiment je tiens à les féliciter, hein, féliciter Hervé, féliciter Romain et un certain nombre d'autres personnes qui œuvrent. On ne va pas faire d'impair, et donc je vais dire tous les autres. Vous avez su relever un défi qui répond aux deux mots que j'utilisais tout à l'heure, à savoir vous avez changé durablement les façons de faire, qui fait que, de mon point de vue, le élevage ne sera plus jamais comme il était avant. Donc c'est le mot legacy que j'ai utilisé tout à l'heure. Et vous avez fait en sorte que tous les consommateurs et tous les agriculteurs puissent y avoir accès à des coûts raisonnables. Coût raisonnable ne veut pas dire un coût nul, et ne veut pas dire sans effort, mais à un coût raisonnable. Et donc, comme tout le monde y a accès, c'est le mot équité que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc, pour tous ces éléments-là, je voulais vous dire bravo, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup Christian pour cette présentation, pour avoir resitué un peu le chemin du LIT dans les chemins de la transition. Alors on a peut-être le temps de prendre une ou deux petites questions. Alors attendez bien le micro, hein, parce que sinon je pense que Christian n'a aucune chance d'entendre. Questions, réactions, surprises. Oui, Claire. Bon alors Christian, je vais te poser une question, puisque tu parles de dérivées premières, de dérivées secondes. Est-ce que tu pourrais au fond nous expliquer si pour toi c'est un peu des dommages collatéraux d'une transition qui serait insuffisante, ou au fond des petits chemins de traverse qui vont compléter
une trajectoire solide, robuste, bien pensée. Parce qu'on parle toujours il y a des perdants, il y a des gagnants. Voilà, donc en fait c'est pour élaborer un petit peu sur cette question-là. Merci Claire. Moi, je te répondrai demain quand tu reviendras. Non, c'est une bonne question en fait. Est-ce que je vais reformuler la question telle que je la comprends, enfin, pas telle que je la comprends, mais telle que je l'internalise en fait. C'est tout compte fait quand on parle des chemins de transition qui sont évoqués par ou que l'élite rend possible. Est-ce qu'on s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'on s'adresse à une frange presque marginale du monde agricole et des consommateurs en fait? Pour moi, si on s'adresse à une frange marginale, ça sert à rien. La question, c'est comment la grande masse, elle bouge. Encore une fois, c'est une problématique d'équité. Si, sous couvert des Living Labs, on arrivait à rendre service qu'à 5% de la population, ça ne sert à rien, objectivement. Donc, le défi que l'on a, c'est celui d'embarquer absolument tout le monde, ou le plus grand nombre, c'est-à-dire les seuls qu'on n'embarque pas sont ceux qui refusent d'y aller. Mais pour le reste, pour les autres, il faut qu'on ait la possibilité de faire. Donc, d'où ces questions de massification qui sont très souvent posées et avec tous les défis que ça pose, hein, objectivement, et que le Lit-Ouest-RL aussi s'est posé comme question. Est-ce que c'est simplement pour apporter des aliments avec des notes plus qu'à 1% des consommateurs et pour servir que 1% des éleveurs? Si c'est ça, ça sert à rien en fait. Et donc non, c'est pas des chemins de traverse en fait, c'est de réussir à embarquer le plus grand monde, avec quand même effectivement, et qui est aussi quelque chose qui était au cœur du cahier des charges des territoires d'innovation, c'est comment les résultats et les produits, et tout ce qui est effectivement produit comme connaissance et comme outil, a une valeur d'application en dehors du territoire là où il est fait. Et en fait, donc ça rejoint beaucoup les logiques de massification dont on a l'occasion de parler très très fréquemment. Donc je pense que effectivement c'est une question majeure. Il faut que ça soit avec une valeur d'application forte et avec quand même toujours ce défi que nos problématiques sont situées. Et donc comment on arrive dans les outils à intégrer le fait que certaines problématiques sont situées. Encore une fois, je pense que sur la question du bien-être animal, la problématique d'être situé est moins forte que ce que l'on a, par exemple, sur les pesticides ou le changement climatique, mais quand même un peu, ne serait-ce que parce qu'elle est située, parce qu'elle dépendra de la configuration des acteurs locaux, presque de leur culture et de la capacité qu'ils avaient en amont à travailler ensemble. Donc il faut avoir cette préoccupation de la dépendance des conditions locales, mais cette préoccupation d'embarquer le plus grand nombre. Et comme disait Georges Marchais, je ne sais pas si c'était votre question, mais ce sera ma réponse. Merci, Merci Christian.